Regain de tension en Cisjordanie au lendemain de l'opération antiterroriste menée dans le camp palestinien de Jenin. Un soldat israélien blessé par des jets de pierre ce soir à Bethléem. Et le Hamas qui fait une mobilisation générale à Gaza et qui met en garde Israël contre toute tentative de réoccupation de la bande de Gaza. On y revient dans un tout petit instant. Un nouvel objet pouvant ressembler à un débris d'avion a été repéré dans l'océan Indien par un satellite français. Objet qui est en cours d'analyse actuellement. Mais le Premier ministre australien s'est montré optimiste sur les chances qu'il ait d'appartenir à l'avion disparu depuis maintenant 2 semaines. Et puis en France, premier tour des élections municipales, scrutin test pour le gouvernement socialiste de François Hollande qui connaît beaucoup de difficultés dans les sondages depuis 2012. Et selon les dernières estimations que nous vous donnions il y a 1 heure, eh bien, c'est la droite qui remporterait ce premier tour avec 46% contre 41% pour la majorité et une percée remarquée du Front National à 7% pour ce premier tour. Débat du Grand Direct donc pour évoquer la situation en Cisjordanie. Tension, on vous l'a dit ce soir, très vive au lendemain de l'opération antiterroriste menée dans le camp de Jenin. Opération qui a fait 3 morts côté palestinien, 2 policiers israéliens blessés lors de l'opération. Je suis avec Marc Lefebvre, bonsoir, spécialiste des questions de sécurité et membre fondateur du mouvement Shalom Arshav, la paix maintenant. Et puis, à ma gauche, Yehuda David, docteur Yehuda David, bonsoir. Vous êtes membre de Beit Yehoudi, le parti foyer juif, et vous êtes spécialisé dans les affaires de sciences politiques et relations internationales. Alors, un mot d'abord sur cette opération qui a déclenché évidemment toutes ces tensions. Est-ce que pour vous, Marc Lefebvre, Israël, l'armée israélienne est fondée à intervenir dans des territoires autonomes palestiniens pour des opérations antiterroristes avec, en général, en ayant prévenu évidemment l'autorité palestinienne? Au risque de vous surprendre, je trouve tout à fait naturel qu'Israël ait le droit de se défendre. Ça ne me surprend pas, c'est votre position. Israël a tout à fait le droit de se défendre. En plus de ça, si c'est en concertation avec l'autorité palestinienne, Israël exerce son droit légitime de défendre ses intérêts et d'éviter qu'il y ait de nouvelles actions terroristes. Mais bon, ça a déclenché la colère quand même de Mahmoud Abbas hier, qui en appelle aux États-Unis. Quand on interviewe les responsables de sécurité et les responsables du Shabak, toute action de ce type est évaluée en fonction de ses conséquences positives et négatives. On fait le bilan des risques de dégradation de la situation par rapport aux avantages acquis, et les décisions sont prises en connaissance de cause. Si la situation globalement est apaisée et que les risques de dégénérescence ou de dégradation sont limités, à ce moment-là, les responsables prennent leurs responsabilités. Yehuda David, votre avis sur ces opérations qui sont dénoncées par les Palestiniens en disant que ça met le feu aux poudres et que ça ne fait qu'envenimer la situation? Je crois tout d'abord qu'il faut remercier M. Marc Lefebvre pour sa franchise. Et si vous êtes un porte-parole de Shalom Arshav, je crois que les temps messianiques sont arrivés. Il n'y a plus aucune distinction entre la droite et la gauche ou l'extrême gauche que vous représentez. Oui, bien entendu, il faut continuer cet effort monumental que poursuivent les forces de sécurité qui ont arrêté, pas définitivement bien entendu, mais qui ont arrêté les actes de terrorisme. Nous le voyons depuis de nombreuses années. Quant au lendemain des accords d'Oslo, les actes terroristes étaient perpétrés de façon journalière. Il s'en est fallu d'une décision gouvernementale, même de celle de Rabin, de mettre au travail les forces de sécurité. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, les actes terroristes s'apaisent. Il faut connaître un petit peu les chiffres. Il y a à peu près, d'après ce que je sais, peut-être que monsieur a d'autres chiffres, environ 40 attentats par jour déjoués. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 400 sur 10 jours, ça fait 1200 par mois. Donc rendez-vous compte de l'intensité de l'activité des cellules terroristes dans les territoires. C'est incroyable. Il y en a malheureusement qui réussissent à percer les mailles des services de sécurité.
Et je crois qu'il faut s'en prendre d'abord et avant tout à l'autorité palestinienne qui éduque ses enfants, on l'avait dit dernièrement, qui éduque ces jeunes vers la destruction d'Israël, sans plus ni moins. Ces propos sont avancés par des officiels de l'autorité palestinienne dans tous les journaux officiels et dans tous les moyens de diffusion, télévision ou radio. Voilà. Marc Lefebvre. Moi, je crois qu'il faut écouter, si on parle de sécurité, il faut écouter les responsables de la sécurité intérieure, les responsables du Shabak. Il y a la sécurité à court terme, qui est la lutte contre les tentatives d'attentat, et la sécurité à long terme. La sécurité à long terme, pour éradiquer le terrorisme, il n'y en a qu'une. C'est d'arriver, avec tous les efforts que ça représente, à un accord de paix qui soit pérenne et qui soit le plus satisfaisant possible pour les deux parties. Tant qu'il n'y a pas d'accord pérenne ou en vue, les fractions les plus radicales et les plus extrémistes seront justifiées, auront toutes les justifications possibles pour dire, vous voyez, la seule solution, c'est la terreur. Pour sortir de la terreur, la répression, les actions militaires, ce sont des actions à court terme. À long terme, la seule façon de sortir de la terreur, c'est d'arriver à un accord. Et d'ailleurs, l'expérience le prouve. Je veux dire, vous regardez un film comme The Gatekeepers, vous voyez les responsables de la sécurité intérieure qui vous disent la seule solution, c'est de s'entendre. C'est la seule solution, c'est la seule façon d'éradiquer à long terme le terrorisme. Alors s'entendre, ça veut dire faire des deux côtés des concessions qui sont douloureuses des deux côtés. Comme ça, on ne prend pas le chemin. Est-ce que ça peut expliquer, à votre avis, ce regain de tension-là? Parce qu'on voit bien que les Palestiniens semblent évidemment à cran. Il y a eu des incidents encore aujourd'hui. Est-ce que le fait que les négociations peut-être aillent vers l'échec, là, cela peut raviver ce fameux risque d'intifada dont on parle? Nous sommes en total désaccord avec ce que vient de dire M. Lefebvre, qu'à long terme, seul un accord serait possible. Il faut bien comprendre que l'histoire se renouvelle sans arrêt. Et quand M. le Premier ministre Chamberlain et Daladier sont allés signer les accords de Munich le 30 septembre 1938, on sait ce qui s'en est suivi. N'est-ce pas? C'est à peu près le même système. À partir du moment où vous faites des concessions à un ennemi qui est fort, il faut bien le reconnaître, eh bien il s'ensuit une catastrophe parce que les Palestiniens sont déterminés à une seule chose, c'est l'unité de la Palestine. Ils effacent Israël de toute carte, de toute leçon de mathématiques. Vous voyez dans les écoles palestiniennes un professeur de mathématiques qui, pour montrer ce que c'est que 1 est indivisible, eh bien c'est la Palestine sans Israël. Comment peut-on gérer des accords à ce niveau-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pensez qu'il y a un risque là avec peut-être l'échec des négociations? Je ne répondrai pas sur le même plan. Quand on dit que l'histoire se renouvelle, moi je ramène mon interlocuteur aux pères fondateurs du mouvement sioniste, qui sont partis sur des hypothèses révolutionnaires radicales, comme quoi il faut créer une nouvelle réalité ici, il faut forcer l'histoire pour créer ici quelque chose auquel personne ne croira. Donc tous ces discours sur l'histoire qui se renouvelle, c'est toujours la même chose. C'est une négation même du rêve et de la réalité qu'ont fondé les fondateurs de cet État qui voulaient changer l'histoire, changer la réalité. Et ils l'ont prouvé qu'on peut changer la réalité et qu'on peut faire quelque chose auquel personne ne croyait. Encore une fois, l'éducation à la haine de l'autre, elle est entretenue par l'absence de perspective. Il y aura toujours des deux côtés, des radicaux qui ne voudront jamais reconnaître que cette région doit être partagée parce qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent et c'est très douloureux et il faudra trouver une solution. Il y aura toujours des radicaux des deux côtés. Ces radicaux seront entendus par le milieu, les indécis, les incertains, si ces indécis et ces incertains ne voient aucune perspective. La force d'un homme d'État responsable, d'un homme d'État d'envergure, c'est de dégager des perspectives, c'est de prendre des risques, c'est de créer une dynamique. Cette dynamique, effectivement, aujourd'hui n'existe pas. Les choses sont figées des deux côtés et on passe son temps
à analyser les raisons, les causes, les faits pour lesquels rien ne peut se passer. Si on reprend des exemples historiques dans tous les sens, l'histoire s'est bouleversée, les choses ont changé quand des hommes politiques, des hommes d'État, pas des hommes politiques, des hommes d'État, ont pris sur eux de faire ce à quoi personne ne croyait et ont créé des dynamiques. À partir du moment où on crée une dynamique, on ouvre un espace où justement les gens peuvent trouver des solutions à leurs aspirations nationales légitimes, et à ce moment-là, on minorise les extrémismes des deux côtés. On peut des discours de négation sur le fait que cette terre n'est pas à nous, n'est pas à eux et est à nous entièrement. On peut faire le petit jeu de la réciprocité là-dessus. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Pour répondre aux préoccupations des populations, répondre à leurs inquiétudes et à leurs aspirations, il faut créer une dynamique d'espoir. Yehuda David, Oui, l'espoir. Vous avez rappelé la création du mouvement sioniste, mais vous le prenez complètement à contre-pied. Et le mouvement sioniste a créé un État. Cet État a été reconnu par la Société des Nations, par l'ONU, comme étant un État juif, homeland, Jewish homeland. C'est comme ça que c'est marqué. Allez demander à Mahmoud Abbas ce qu'il en pense. Il n'est pas question de reconnaître Israël comme État juif. Donc, même le principe fondamental de la reconnaissance historique internationale est refusé par la plus haute autorité palestinienne. N'est-ce pas ? Et peu m'importe. Pardon ? Peu m'importe. Mais comment ça, peu m'importe qu'ils le reconnaissent ou qu'ils le reconnaissent pas. Il vous faut un partenaire. C'est une réalité qui a été créée par nous ici. Peu m'importe. C'est une réalité qui a été créée par eux, monsieur, pas par nous. Golda Meir a tout essayé pour faire la paix. Ben Gurion a tout essayé pour faire la paix. C'est pas ça dont on parle. Non, mais Rabin a tout essayé. Olmert était prêt à partager Jérusalem. Barak était prêt à donner pratiquement la moitié d'Israël. Mais non, là, c'est pas la peine de dérouler le truc. Là, c'est pas ça. Les accords d'Oslo ont été signés grâce à un homme qui a eu beaucoup de courage comme Rabin, et on sait ce qui s'en est suivi. Un homme qui a eu beaucoup de courage comme Sharon... Rabin n'a pas été assassiné par les Palestiniens. Bon, ne rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît. Non, ça c'est votre drapeau, bien entendu. Heureusement que vous l'avez. C'est un triste drapeau, malheureusement, mais il n'a pas été une victime du terrorisme palestinien. Je pense que l'histoire rejugera un petit peu cet événement. Il y a des faits. Quand on sera pas la peine de tourner autour du pot. Éloigné de 50 ans à peu près, oui. Il nous reste 3 minutes. Un mot, parce que c'est aujourd'hui une date importante à Gaza et on a vu une démonstration de force du Hamas. Là aussi, puisque c'est lié un petit peu, c'est un terroriste du Hamas qui était visé hier. Quand le Hamas dit à Israël, il n'est pas question que vous envisagez de réoccuper la bande de Gaza, on a vu certaines voix justement en Israël. Oui, je crois qu'ils ont... Est-ce que c'est une hypothèse complètement... Je crois non, la réoccupation de la bande de Gaza serait terrible parce qu'elle va nous coûter peut-être des dizaines de vies humaines en soldats. Il faut absolument s'éloigner de ce genre de solution, c'est évident. Maintenant, essayer d'arriver... Donc on avait raison d'évacuer les colonies juives de Gaza. Attendez, il y a eu une dynamique il y a eu une dynamique, on a vu le résultat, cher monsieur. Hein, vous avez 1,5 million quand même de gens qui vivent sous les bombes et sous les kassamim, avec des symptômes psychosomatiques par la suite que nous traitons. Ah, il faut bien reconnaître ce qui est. Je vis sous ces bombes comme vous. Vous vivez sous ces bombes. Et vous les acceptez. Et c'est normal. Je ne les accepte pas. Alors, je cherche des solutions pour sortir de cette situation. Donc la réoccupation de Gaza, pour vous aussi, est une hypothèse complètement à exclure, comme l'a proposé Si récemment. mon interlocuteur est contre, je ne peux qu'acquiescer. Mais comment aujourd'hui, justement, parce qu'on voit bien que là on arrive au bout de cette période de 9 mois, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, relancer le processus de négociation, s'il y a un moyen de le sauver là, rapidement? Vous avez 1 minute chacun. Beaucoup de courage et d'inventivité du côté de nos dirigeants et des dirigeants palestiniens. Beaucoup de courage, et des visions d'hommes d'État et pas de politiciens à court terme. Je ne suis pas là pour rentrer dans des détails programmatiques, si vous voulez. Nous avons besoin d'hommes d'État ici, pas de politiciens. Et vous trouvez que, pour l'instant, Benjamin Netanyahou ne s'est pas comporté en homme d'État dans ces négociations? La réponse est dans ma question. Ok. Yehuda David. Je crois qu'en tant que médecin, on va parler un petit peu biologie. Peut-être qu'il faudrait éventuellement changer la génétique d'une certaine population vivant ici. C'est Pardon ? Un petit peu limite ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu limite, mais c'est la triste réalité. C'est très limite. C'est la triste réalité, monsieur.
Parce que ceux qui recherchent la paix et qui éduquent leurs enfants dans les écoles à faire la paix et qui n'habillent pas leur bébé de 1 an dans les colonies, dans les territoires occupés, on éduque les enfants juifs à la paix? Pardon? Vous pensez que dans les colonies, dans les territoires occupés, on éduque les enfants juifs à la paix? Tout à fait. Au respect de l'autre? Tout à fait. Et à la prise en compte des aspirations de l'autre? Et comment? Bon. Okay. Bon, je vais vous laisser là-dessus, puisque vous ne serez pas d'accord évidemment à la fin de ces 15 minutes. Merci Yehuda David, merci Marc Lefebvre donc, pour cette intervention. Évidemment, on en reparlera et évidemment très rapidement. Merci à tous les deux. Le Grand Direct continue dans un instant. On évoquera justement les menaces menaçant l'image d'Israël aux États-Unis sur les campus universitaires avec notre invité dans un instant, Philippe Assouline. Restez avec nous.